Je retente le lancement. Bien, donc bienvenue à tous, merci à tous d'être présents pour cette première rencontre grand témoin de cette saison 2018-2019. Donc merci à tous d'être venus ici au Dôme. Rapidement, donc moi je me présente, je suis François Millet, je travaille ici au Dôme. Le Dôme qui est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, écoutez, bienvenue ici. J'espère que vous aurez peut-être l'occasion de rester un peu plus longtemps avec nous, de visiter. Certains, je crois, participent à un workshop dans la foulée. Donc, on espère que vous allez apprécier cet espace qui est un endroit que l'on a imaginé afin que vous puissiez venir imaginer, tester, fabriquer, prototyper, essayer de questionner un petit peu ce que peut être le monde de demain autour des sciences et techniques. Donc, c'est voilà, l'intention de ce lieu. C'est un lieu qui est fait aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer pendant le temps de présence que vous avez ici. Donc, cette rencontre grand témoin, je vous l'ai dit, c'est la première de la saison. Il y en aura 3 en tout jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette première rencontre, on a choisi de la faire sur la question du textile. On y reviendra également tout à l'heure. Juste pour préciser, ces rencontres grands témoins, elles s'organisent dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pratique de chercheurs. Donc, Pratique de chercheurs, qui est un programme qui vise à accompagner des classes de lycée CFA sur l'ensemble de la Normandie, afin de leur permettre de rencontrer des chercheurs, des startups, des entreprises, des créateurs numériques, et d'accompagner des classes et des élèves dans la création de projets à dimension scientifique, technique, innovante, culturelle, numérique. Voilà. Donc tout ça, c'est un parcours qui est soutenu par la région Normandie et par la région académique normande, donc qui réunit les académies de Caen et de Rouen. Donc merci aussi à eux, parce que voilà, sans ça, on aurait plus de difficultés à mettre ce type de rencontre en place. Donc je vous l'ai dit, je regarde mes petites notes et le temps qu'il est. C'est bien, on a commencé un tout petit peu plus tôt que prévu, donc je vais pouvoir jouer ça plus calmement que prévu, mais on va pas non plus forcément perdre de temps. Le thème de cette rencontre de ce matin, je vous l'ai dit, c'est le textile. Je crois que déjà parmi vous, c'est un sujet qui vous concerne. Donc c'est-à-dire que potentiellement vous le connaissez, mais on espère justement changer peut-être en partie vos représentations, ce que vous en comprenez, ce que vous pensez que ces métiers, ces filières métiers du textile peuvent devenir à l'avenir. Donc voilà, c'était un petit peu l'intention de cette rencontre-là. Sachant qu'aujourd'hui, le textile, voilà, on est tous habillés. Aujourd'hui, on a tous des vêtements, c'est quelque chose qui caractérise un petit peu quand même l'humanité, on va dire, de se vêtir. Et puis voilà, cette production du textile, peut-être qu'on reviendra sur un historique avec vous tout à l'heure de finalement à quand ça remonte le textile. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui aujourd'hui intègre pas mal de nouvelles technologies. On va parler de textiles connectés, de textiles voilà, qui intègrent directement dans leur nature même, dans les fibres et autres, des éléments qui relèvent des nouvelles technologies, mais aussi le textile en tant que produit innovant en tant que tel, avec des nouveaux matériaux. Donc c'est un peu ces sujets-là qu'on souhaite travailler et vous présenter avec vous aujourd'hui. Et pour cela, on a 2 intervenantes. Donc Christine Brouès, du coup, bonjour, qui est ingénieure Grenoble INP, qui avait une spécificité, on vous laissera vous présenter un petit peu plus tout à l'heure, mais vous êtes vraiment une spécialiste des textiles innovants, et je crois que vous avez grosso modo accompagné des observatoires, des programmes spécifiques et dédiés sur les textiles innovants, ici, notamment en France. Et c'est vrai que moi, quand j'ai préparé ça, je ne savais pas qu'il y avait des cellules en France qui étaient dédiées à ces questions de l'innovation technologique sur les textiles. effectivement, il y a en particulier le Centre européen des textiles innovants qui a été inauguré en 2012. Donc j'ai participé à ce lancement. On m'avait demandé effectivement de faire une espèce de prospective pour imaginer les usages du textile en 2030. Donc ça a permis de faire rêver tout un panel de professionnels qui n'étaient pas d'ailleurs forcément dans le textile. Merci. Deuxième intervenante avec nous, voilà, pour répondre au deuxième grande témoin, c'est vrai que c'est pas forcément grande témoin, Florence Bost, vous êtes designer diplômée de l'École supérieure de design industriel, je lis en même temps mes notes pour ne pas oublier, voilà. Spécialiste de l'intégration des nouvelles technologies dans le textile. Alors rapidement, parce que aussi vous aurez l'occasion de vous représenter un peu plus tout à l'heure, mais design, enfin voilà, design industriel, design et industrie, design et nouvelles technologies, c'est pas forcément, quand on pense à design ici, on pense plutôt à des objets, plutôt manufacturés, plutôt le fait d'artisans. Associer tout de suite le design et l'industrie, c'est pas des choses qui viennent immédiatement. Peut-être en 2 mots nous... Bon, alors d'abord, bonjour à tous. Merci de nous accueillir.
En réalité, vous allez voir au cours de la présentation, en fait, il y a un lien très fort avec le produit. C'est vrai qu'en France, le mot design est toujours lié à l'esthétique, et je dirais le carrossage de quelque chose. En réalité, si on prend le mot design dans la version anglo-saxonne du terme, ça veut dire conception. Et à ce moment-là, dans la conception, il y a autant le côté esthétique que le côté fonctionnel et technique. Donc, une équipe de design, ce sont autant les ingénieurs, les ergonomes, les designers UX, quand on passe dans le monde digital, c'est toute l'équipe de conception. Et donc, c'est une conception produit. Et c'est la grande différence avec les textiles avant, où on concevait, par exemple, des vêtements pour des gens, on leur fait des propositions, alors que dans la conception produit, on regarde d'abord ce que veut l'utilisateur et ensuite on fait un produit. Donc, c'est radicalement un changement de process. Très bien, donc peut-être aussi des sujets auxquels les personnes dans la salle sont déjà sensibilisées ou pas. Donc voilà, présentation rapide de nos deux grands témoins sur cette matinée. Avant de vous laisser vous présenter puis de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on avait prévu d'être en interaction avec vous. L'idée, c'est pas qu'on vous assène d'informations pendant 1h30 qu'on va passer ensemble, mais aussi d'échanger avec vous. Donc, on a prévu un certain nombre de questionnaires. Donc, je vais vous laisser passer peut-être, parce que c'est vous qui avez la main, du coup, sur la slide avec la question. Et puis, les collègues en régie, je vais vous laisser afficher, du coup, sur l'écran qui est derrière, les questions. Et pendant que ça se fait, voilà. Vous avez tous entre vos mains cette petite feuille. Ouais. Si vous présentez cette feuille face à moi, les couleurs face à moi, allez-y, faites tous, présentez les couleurs face à moi. Donc je dois bien sûr voir les couleurs. En fonction du sens dans lequel vous présentez votre feuille, vous pouvez lire une lettre derrière. Par exemple, moi quand je suis comme ça, je peux lire le A. Quand je suis comme ça, je peux lire le B. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? A, B, C, D, ça va, pas trop compliqué. Donc vous voyez ici, vous avez une question qui vous est posée. Et on va vous demander d'y répondre. Pour y répondre, c'est simple, il va falloir que vous montriez votre visuel, la bonne couleur. Et si vous voulez répondre B, eh bien écoutez, si vous voulez répondre B, vous devez lire le B derrière. Donc moi, si je veux répondre B, je mets la chose comme ça. Si vous voulez répondre C, c'est comme ça. Moi, je lis C ici. Si vous lisez C, c'est que vous répondez C. D'accord? Et là-haut, il y a Virginie, qui est là-haut, avec son téléphone. Elle va prendre une photo et par la reconnaissance des visuels, par la reconnaissance du coup de tous les cartons que vous allez nous transmettre, on va pouvoir afficher, découvrir quel est le vote que vous faites. Donc on va faire un premier essai, c'est le premier. On a plusieurs comme ça utilisations. Alors, la question c'est si vous pouviez développer un super costume pour de vrai, vous choisissez lequel? A, la cape d'invisibilité d'Harry Potter. B, la tenue qui résiste au feu de la torche humaine, les 4 fantastiques. D, la panoplie hyper connectée d'Iron Man, j'ai oublié bien sûr le C. C, la tenue d'Elastigirl qui grandit ou rétrécit à volonté. Alors, réfléchissez bien, ça peut impacter votre vie future, de dire ce que vous voulez faire avant de voter. Bien, alors tout le monde reste, présentez bien Virginie qui est ici. Est-ce que c'est bon pour toi Virginie? Je t'entends crier « Ouais ». Très bien. Alors, le temps que les statistiques arrivent, voilà. C'est pas mal, hein, t'as vu? Il y a pas mal de verre, hein. De verre, oui. Très bien. Invisibilité d'Harry Potter. On ne va pas forcément vous demander pourquoi, mais on va se donner là-dessus. Alors, ce type de questions, je reviens vers vous. Je vais vous laisser maintenant éventuellement vous présenter et peut-être réagir aussi l'une et l'autre là-dessus. Mais ce type de questions, voilà, on sait que c'est des costumes de super-héros, parce qu'à preuve du contraire, les super-héros n'existent pas ou les magiciens non plus. Mais est-ce que ça fait quand même partie des sujets qu'on peut se poser aujourd'hui dans la recherche et l'innovation sur les textiles? Complètement, non, complètement. Donc l'invisibilité, c'est toujours été une problématique, je dirais surtout dans le domaine du camouflage militaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les métamatériaux en particulier, qui sont des matériaux qui n'ont pas un comportement comme les autres matériaux par rapport à la propagation des ondes, en particulier les ondes lumineuses, je dirais il y a des perspectives très intéressantes dans ce domaine. En fait, il y a deux problèmes d'invisibilité. Il y a l'invisibilité optique, ce qu'on voit, et celle par rapport, je dirais, à la chaleur, par rapport à l'invisibilité thermique. Il y a beaucoup de recherches militaires pour repérer des gens qui sont cachés dans un paysage, qui sont basés sur le thermique. Donc c'est cette double invisibilité qui est intéressante.
Et la cape d'invisibilité, effectivement, ce sont des programmes de recherche qui sont tout à fait actuels. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Israël, il y en a en Angleterre, uniquement sur ce thème. Donc c'est un sujet, et je dirais que les magiciens existent. La magie, c'est souvent dans sa tête. Voilà, donc juste, on ne va pas tous les aborder, mais c'est vrai que dans le domaine de la protection contre le feu, bien sûr qu'il y a des polymères aromatiques, donc les aramides, comme le Kevlar qui protège depuis longtemps donc, du feu. Et dans le domaine de la tenue qui grandit ou rétrécit, on a aujourd'hui une petite, c'est plus qu'une start-up aujourd'hui, EVK, qui s'est lancée sur le marché, une start-up française, et qui propose un robot qui peut s'adapter de la taille 34 à la taille jusqu'à la taille, je ne sais pas, je crois qu'elle va jusqu'à 56. Donc en fin de compte, c'est un robot dont les dimensions rétrécissent ou grandissent avec le tissu qui va avec. Bien, donc vous voyez des grands témoins, comme on dit, des intervenants qui sont au fait du coup de l'actualité. Je vais vous laisser du coup peut-être présenter plus avant les sujets. On va rebasculer du coup sur l'ordinateur en scène. Voilà, donc très rapidement, comme ça a été dit tout à l'heure, moi j'ai un cursus d'ingénieur. J'ai d'abord été très longtemps directeur dans le domaine du numérique, d'abord dans le médical. Et il y a 10 ans, j'ai eu envie de croiser ce domaine avec celui du textile. Tout simplement parce que je suis originaire de Roubaix et que j'ai beaucoup été environnée de ce domaine. Donc j'ai mis en place l'Observatoire du textile technique. Ça, c'était au début des années 2010. Et puis, j'ai eu envie d'écrire un peu sur ce parcours. Donc, j'ai fait un état des lieux il y a 4 ans sur ce qu'est le matériau textile aujourd'hui. Et en 2019, je sors un essai qui confronte le monde de la matière et celui du digital, avec un sous-titre qui est l'humain connecté à la matière. Alors pour ma part, j'ai donc une formation de designer industriel au départ. La première exposition dans laquelle j'ai fait des textiles qui intégraient l'électronique était en 1991, donc ça fait un petit moment que je suis dans le domaine. Alors, vous m'entendez ? N'hésitez pas à bien coller le micro sur le menton. Il n'y a pas la synchronisation avec juste une remarque. Le slide n'est pas passé. Voilà. Pardon. Voilà. Bon, donc je répète, j'ai une formation de design industriel et je me suis intéressée au textile il y a très longtemps. Je vous disais, ma première exposition était en 1991. Donc j'ai vu un peu l'évolution, l'intégration. Au départ, on nous prenait un peu pour des fous et maintenant, c'est devenu presque nos quotidiens, presque je dirais, parce qu'en réalité, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas forcément beaucoup. Si vous allez chez Monoprix, par exemple, vous n'avez pas de t-shirt connecté. Donc on verra un certain nombre de raisons et de contraintes qui sont liées à ce domaine. Pour ma part, dans mon atelier, je fais de la fabrication. Les technologies que j'utilise couramment, c'est des LED et CMS, de l'électroluminescence et de la luminescence. À la fin de la présentation, on va vous présenter, si ça vous intéresse, des échantillons. Donc, je vous montrerai tout ce que les composants, matériaux et choses comme ça. Je réalise surtout des passerelles créatives pour des industriels, c'est-à-dire des cahiers d'idées, de la veille technologique appliquée. Qu'est-ce que c'est que la veille technologique appliquée ? Eh bien, c'est avoir un regard sur tous les autres domaines pour pressentir en quelque sorte ce qui va arriver ou les besoins qui sont nécessaires pour le consommateur final. Et en fonction de ça et de son moyen de production, eh bien, on va créer des produits adaptés aux demandes des consommateurs. Donc ça, c'est les passerelles créatives. Et puis, je fabrique aussi au sein de mon atelier, essentiellement pour l'événementiel. Je fais de la moquette lumineuse, des rideaux sonores, des choses comme ça, qui me permet constamment de... C'est très bien de créer, mais c'est très bien aussi d'avoir la réalité de la fabrication, parce qu'il y a un timing. En électronique, il y a souvent des ruptures de stock de composants. Il faut à chaque fois s'adapter. Donc, avoir la connaissance de la fabrication permet aussi de faire des propositions concrètes et réalistes pour les industriels. Bien. Présentation. Ah, vous avez des petits soucis de... Bon, c'est pas grave. La télécommande ne fonctionne pas visiblement. Attends. Je peux vous aider, si vous voulez. Merci. C'est bon, ça. Non, on va se passer de la télécommande, c'est pas grave. Voilà, donc, dans un premier temps, je vais essayer donc, de vous montrer un petit peu comment le textile se situe aujourd'hui et surtout de mettre en évidence que c'est un matériau qui a vraiment sa place dans toutes les industries et qui aura certainement un rôle de plus en plus grand à jouer dans le domaine du digital. Donc, dans le livre que j'ai publié il y a 4 ans, j'ai voulu faire apparaître, je dirais, un nouveau
un nouveau contexte de travail qui s'appelle la texturgie, parce que pour moi, on est carrément aujourd'hui dans une problématique de matière, de matériaux. Le textile, qui historiquement était surtout une matière pour le vêtement, pour l'intérieur, la maison, donc un matériau de proximité, est aujourd'hui quelque chose qui touche donc tous les domaines. Et ce textile a une forte capacité d'intégration, de communication, et donc je pense qu'avec le digital, il aura un rôle très important. Je vais te laisser faire. Donc sur ce slide, je voulais vous mettre en évidence l'évolution des matériaux et resituer donc le textile. Donc hier, on avait des matériaux traditionnels qui étaient donc aussi bien le verre, la céramique. On avait bien sûr déjà des alliages. Et puis aujourd'hui, on a des matériaux qui sont plus spécialisés, qui sont des composites, avec une recherche essentiellement de fonctionnalité. C'est-à-dire que de plus en plus souvent, les matériaux qu'on met au point aujourd'hui correspondent à un gros contenu d'information, qui est donc un gros contenu numérique, et on va le produire en fonction de ce qu'on veut permettre comme fonction avec cette matière. Donc, ce qui est formidable aujourd'hui, et je dirais a fortiori demain, c'est qu'on a une fertilisation croisée avec toutes les technosciences, et on va de plus en plus vers des matériaux très complexes, très spécialisés. Tout ça se passe donc dans le même temps qu'on a une démarche de dématérialisation avec le digital. Donc ce textile, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il est ? En fin de compte, il est vraiment au cœur de ces enjeux. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un matériau souple qui permet le mouvement, qui avec l'apport du lycra en particulier, qui a été vraiment une révolution pour le confort vestimentaire. Donc, c'est un matériau donc très souple, et c'est très souvent dans ce contexte-là qu'on le choisit. Mais ce qu'on ignore aussi, c'est que c'est un matériau qui est intégré dans des matériaux composites, donc souvent comme renfort, en particulier dans le domaine automobile, dans le domaine de l'aviation. Et on peut considérer que c'est un petit peu comme l'ossature de ce matériau. C'est pour ça que je vous ai mis l'exemple de cette genouillère. Et alors aujourd'hui, dans le domaine médical en particulier, avec un matériau qu'on appelle PEK, PEK, on fabrique carrément des prothèses sur mesure, des morceaux d'os humains, des clavicules, des genoux, complètement personnalisés avec une imprimante 3D. Donc le textile, en 2018, il est partout. Comme vous le voyez sur ce slide, il est aussi bien dans le domaine du vêtement de protection, le slide qui est au milieu. Ça peut aussi intervenir dans le domaine des membranes textiles pour faire des couvertures de gymnase. Et ça peut aussi être complètement invisible, comme dans la petite fauteuil que vous voyez en matériaux composites, ici à droite. Donc là, on n'imagine pas du tout qu'il y a du textile dedans, mais si, c'est du textile avec une matrice de résine. Donc l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, cet Airbus A350, chez Airbus, il y a beaucoup d'ingénieurs textiles. Bien, il y a plus de 50% de composites qui le composent, tout ça dans une problématique d'allègement de la structure. Et donc, ces composites sont fabriqués avec des trames textiles qui sont mises au point en fonction de ce qu'on veut obtenir comme comportement mécanique de la pièce dans l'appareil. Donc, le marché mondial du textile, regardez les taux d'évolution. On dit que le textile se porte mal. En France, on est deuxième en Europe. L'Europe elle-même, surtout en ce qui concerne les non-tissés. Donc les non-tissés, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une façon de faire du textile, non pas en tricotant, non pas en tissant, ni pas en tressant, donc qui sont des méthodes traditionnelles textiles, mais en agrégeant les fibres avec différentes méthodes. Ça peut être une voie hydraulique comme pour le papier. Il y a beaucoup de lien entre la fabrication du papier et du non-tissé. Et ce domaine du non-tissé, surtout dans le domaine médical, est quelque chose qui se développe énormément. Un exemple que je peux donner, ce sont des non-tissés qui vont servir de guide pour la régénération tissulaire. Très souvent, d'ailleurs, des matières qui vont être bioabsorbables, c'est-à-dire qu'on va les mettre à l'intérieur du corps humain. Elles vont faire les cellules humaines vont se coloniser autour de la structure qui est implantée. Et au fur et à mesure que la structure va se reconstituer,
la trame qu'on a mise au départ, elle va disparaître. Et enfin, donc, comme je vous ai dit, les composites, donc un tiers du marché en Europe. Oui, la suivante, pardon. Donc très rapidement, l'évolution des fibres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 2/3 de fibres qui sont d'origine, qui sont synthétiques. Et la consommation de textiles dans les domaines dont je viens de vous parler, donc qui ne sont pas des usages classiques comme le vêtement ou le linge de maison, cette consommation, elle est énorme aujourd'hui parce qu'elle a dépassé le tiers de la production mondiale. Et donc, pour reprendre l'évolution des matériaux tout à l'heure, on était avant, à l'époque des matériaux traditionnels, à utiliser du coton, de la laine, donc des fibres naturelles, soit végétales, soit animales. Et à l'ère donc du XXe siècle, je dirais aussi à des fins de consommation, parce que la population a augmenté, ça a été l'avènement de la société de consommation, on a commencé à fabriquer des fibres synthétiques, des polymères. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que à force de développer dans ce domaine, d'inventer de nouvelles fibres avec des caractéristiques, je dirais, très originales, on a fait pénétrer ces fibres textiles dans des domaines qui n'étaient pas classiques. Par exemple, prenez les parachutes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient fabriqués avant en soie, eh bien, ils ont été fabriqués en nylon. Donc, au mieux, très progressivement, ces matières textiles ont gagné les autres secteurs industriels. Et enfin, aujourd'hui, on est à l'ère donc de l'information et on a donc des fibres intelligentes, des fibres multicomposants, c'est-à-dire des fibres qui elles-mêmes sont la réunion de plusieurs polymères. Donc non seulement on a une innovation au niveau des fibres, mais au niveau des structures, de la géométrie de ce textile, le tissé, le tressé, le tricoté, on a un textile qui s'organise de plus en plus en 3 dimensions. Et donc, ce génie textile, comme j'ai mis sur ce slide, dynamise la création de toutes les nouvelles matières. Alors, j'en profite avant de repartir tout de suite sur ces questions, parce qu'il y a 2-3 mots et autres, et entre voilà, aussi de s'adapter un petit peu éventuellement au niveau de compréhension du public. Vous avez cité plein de choses, vous avez cité polymère. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être aussi, en premier lieu, j'en ai une ou deux autres derrière, comme ça, des questions encore, peut-être nous dire en quelques mots ce que c'est qu'un polymère, l'une ou l'autre, éventuellement. Qui sait ce que c'est qu'un polymère dans la salle? Ouais. Alors peut-être nous dire en un ou deux mots, effectivement, ce que c'est qu'un polymère. C'est une chaîne moléculaire, effectivement, qui pour la plupart des polymères aujourd'hui sont mis au point à partir des dérivés du pétrole, mais on a de plus en plus des biopolymères qui remplacent petit à petit les textiles traditionnels, surtout dans une problématique qu'on va évoquer d'ailleurs tout à l'heure, de développement durable, parce que tous ces matériaux aujourd'hui, quand on réfléchit à un nouveau matériau, on a forcément la problématique de se dire comment ce matériau va vivre au-delà de l'usage de l'objet pour lequel il est destiné et quels vont être les circuits qui vont permettre après de reconditionner la matière. Donc le problème des polymères, c'est que très souvent aujourd'hui dans le textile, ils sont mélangés à du coton, à d'autres matières. Donc la difficulté, c'est d'arriver à séparer ces matières et on peut aujourd'hui dépolymériser, c'est-à-dire rompre la chaîne moléculaire et reconstituer la fibre comme elle était au départ, de façon à avoir, je dirais, les mêmes performances. Le problème, c'est de ne pas avoir des fibres dégradées qui ne sont plus bonnes pour l'usage qu'on avait au départ. Une autre question également, parce que là, vous avez changé un petit peu, même moi, mes propres représentations, justement, sur les questions fibres, textiles et autres. Pour moi, un textile, c'était obligatoirement tressé. Est-ce que vous pouvez nous faire juste rapidement, nous dire textile, fibre, tressage? On va le voir juste après. On va le voir après. Eh ben, c'est super. On va voir toute la chaîne, Okay. Voilà, toute la filière. Alors, du coup, petite question. Vous avez compris le principe? Vous l'avez retenu? La question, selon vous, le domaine où le textile innovant a le plus d'avenir, c'est petit A, le milieu médical pour mieux accompagner les services de soins, petit B, le milieu industriel pour mieux protéger les salariés et augmenter la productivité, petit C, la domotique pour piloter les objets de notre quotidien et petit D, le commerce pour favoriser la consommation. Alors là, du coup, à nouveau, super, c'est réglé comme du papier à musique. Et Virginie, tu nous dis c'est bon, hein, c'est bon. C'est bon. Elle ne l'a pas dit, mais elle m'a fait signe. Elle l'a mimé. Très bien. Alors, on va attendre de voir du coup les résultats. Alors, on a fait un pronostic. Alors, vous on ne a fait regardez un pas le pari. résultat. Le vert, voilà, on a gagné. Le vert. Alors, le vert qui correspondait
Au milieu. C'est l'humain, voilà. Médical, l'humain. Mais moins tranché quand même que peut-être la question précédente. Voilà. On a le 13 et 10, voilà, qui se battent un petit peu en deuxième position, à côte-côte. Mais je vous laisse du coup réagir à ce résultat. On en discutait juste avant la présentation avec Christine, parce qu'on a un public essentiellement féminin. Et je voulais juste citer l'anecdote. Je travaille en parallèle où je coach des élèves entre plusieurs écoles sur des projets transversaux, notamment la fabrique et l'Essier. L'Essier, c'est une école d'électronique. L'Essier a doublé son quota de filles depuis quelques années. Ils sont passés de 10% à 20%, ce qui est quand même pas énorme. Mais les 10% supplémentaires qui sont arrivés dans la branche médicale. C'est-à-dire que dans la branche médicale, il y a 40% de jeunes ingénieurs femmes. Certainement, on se disait, parce qu'il y avait une question d'implication personnelle liée au médical. Enfin, je suppose que c'est peut-être pour ça que vous avez... il y a le côté humain qui est très important. Humain, oui. Donc, pensez que les deuxièmes réponses, c'est que les garçons. Du coup, on ne va pas faire de ça là-dessus. Autre réaction par rapport à la réponse qui est ici, du coup, sur les 4 grands domaines qui étaient présentés? Ça correspond aux grands domaines, de toute façon, actuellement, où il y a les développements de textiles connectés, ou en tout cas qui apportent des performances supplémentaires, c'est-à-dire le domaine médical, le domaine des EPI, c'est-à-dire équipements de protection individuelle, c'est-à-dire le monde industriel, en fait. Alors, les EPI, dans la classe des textiles fonctionnels, c'est le casque, le vêtement, les bottes, les gants, enfin, c'est l'ensemble. Je précise juste EPI, équipement de protection individuelle. Voilà. Tout à fait. Oui. Voilà. Et puis le troisième domaine, c'est le sport, dans lequel il y a beaucoup de développement. Donc, les choix qui sont présentés ici, en termes de correspondent un peu à la réalité, ou alors on va dire oui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes comme du côté du médical, mais aujourd'hui les fonds et les innovations, c'est vraiment ça qui est mis en premier, ou alors il y a peut-être un décalage entre finalement une vision ou des attentes et là où sont mis aujourd'hui les plus gros développements. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez dire je ne sais pas. En fin de compte, on va parler en termes de marché, disons les domaines qui boostent la recherche, enfin, les nouveaux usages, c'est vraiment, comme le dit Florence, le médical, le sport aussi, et donc c'est souvent d'ailleurs, lorsqu'on trouve un usage dans un domaine comme ça très pointu, on arrive après à trouver des usages, je dirais, beaucoup plus dans la vie quotidienne pour nous, simples individus. Et c'est vrai que dans le domaine médical, ce sont des projets en général assez lourds, dans lesquels, on va le voir après dans la présentation, le textile n'est qu'une petite partie de tout un nouvel écosystème. Et donc, c'est des projets qui sont lourds à mettre en place pour plusieurs raisons. La première, parce que justement, il y a beaucoup de partenaires et qu'il faut mettre en place beaucoup de choses nouvelles, très transverses, le monde digital, le monde du textile, et ainsi de suite. Et aussi parce qu'il y a la vie des patients derrière, et donc il y a des normes. Enfin, ça ne se fait pas en 2 minutes, le monde médical. Oui. Donc, très souvent, on voit des recherches médicales sur plusieurs années, et puis petit à petit, on voit apparaître des produits dans le domaine du bien-être, du sport, qui en fait arrivent plus facilement. Voilà. Oui, je voulais citer justement un exemple dans le domaine médical. C'est un produit, disons, qui a été mis au point dans le nord de la France, entre le pôle de compétitivité Optex et puis l'hôpital de Lille. En fin de compte, c'est un projet qui fait intervenir la dentelle de Caudry. Cette dentelle, elle va permettre de faire de la reconstruction mammaire. Donc, c'est un projet qui est très attendu. Donc, le produit fonctionne, il a été testé, même au niveau humain, mais il ne sera disponible sur le marché qu'à peu près en 2022. Donc, il y a eu là la start-up Lattice Médical a fait une levée de fonds. Il faut obtenir les autorisations, il faut obtenir les agréments. Et comme le disait Florent, c'est quelque chose de l'ordre de 10 ans dans le domaine médical, pour passer du stade de l'idée, du prototype qui fonctionne, jusqu'à ce qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc effectivement porteur d'avenir, mais en mode avenir, voilà, dans le sens plein du terme, c'est-à-dire dans pas l'avenir de demain, quoi, plutôt une vision à plus long terme, en tout cas en ce qui concerne ces développements-là. Je vous laisse du coup suivre du coup sur la suite de votre. Oui, je prends le relais rapidement, puis je te passe. Voilà, donc comme je vous ai présenté donc les matériaux. Donc rapidement, mettre en parallèle l'évolution du digital. Donc je ne vais pas refaire l'historique de l'évolution de l'informatique, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, tout le monde s'est approprié ces outils du numérique, à peu près tout le monde. Et je dirais qu'on a même oublié comment on faisait avant. Pour certains, ils sont nés avec, c'est votre cas. Donc on a
non seulement... N'hésitez pas à vous tourner, vous avez l'écran juste oui, ici. oui, pardon, C'est oui, juste pour... c'est vrai, je tourne le dos au public, ce qui est très mauvais. N'hésitez Voilà. pas à nous regarder. Donc aujourd'hui, on est carrément à l'époque je dirais, d'une transparence intuitive, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, paradoxalement, comme je le dis pour les matériaux, on a des équipements informatiques qui sont de plus en plus complexes, on a une virtualisation de ces équipements informatiques au niveau des réseaux, au niveau de, bon, comme c'est un domaine que je connais bien aussi, vu que c'était mon premier métier, au niveau des réseaux, au niveau des serveurs, au niveau des espaces de stockage. Et ce qu'on a surtout, c'est qu'on a des interfaces de plus en plus intuitives. Donc cette complexité, elle est complètement masquée. On pense que l'informatique s'est simplifiée, or elle s'est complexifiée, mais ce qui permet cette faisabilité, ce sont les interfaces. Donc aujourd'hui, tout devient mesurable. On parle de plus en plus de quantify self, c'est-à-dire on parlait du médical tout à l'heure, on a aujourd'hui, par exemple dans le domaine du sport, on a des équipements qui permettent de se tester lorsque l'on court, pour mesurer sa fréquence cardiaque, et on a aussi bien entendu ces équipements sont utilisés pour suivre des patients à domicile, surtout des patients à risque. Donc qu'est-ce qui favorise ces interfaces naturelles? Encore plus aujourd'hui, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et avec le renouveau, je dis exprès, le renouveau de l'intelligence artificielle, parce que lorsque j'étais dans l'informatique médicale, on en faisait déjà. Ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on n'avait pas les capacités de calcul qu'on a aujourd'hui. Donc on n'avait pas pu aboutir, en particulier dans le domaine des radiographies, pour reconnaître les pathologies dans l'imagerie médicale. Aujourd'hui, avec la capacité de stockage combinée avec la capacité de calcul, c'est quelque chose qui est possible. Donc, ces deux atouts, l'Internet et l'intelligence artificielle, font que de plus en plus, on a des objets, les objets qui nous entourent vont devenir interactifs et collaboratifs et, en fin de compte, vont nous aider au quotidien de façon complètement transparente, sans qu'on ait à être conscient que ces objets sont là et qu'ils sont, je dirais, différents de notre environnement physique. Alors, le lien avec le textile, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre cette image qui est là, qui est assez ancienne, c'est 1974. À l'époque, on avait déjà une interaction forte entre le textile et les technologies de l'information et de la communication, parce que ici, vous avez une carte mémoire avec des tores de ferrite, donc c'était des petits tores qui s'orientaient 0 ou 1. L'informatique est toujours binaire aujourd'hui. Et derrière, tout ça a été relié par des fils qui étaient tissés à la main. Donc aujourd'hui, on a dans le domaine du textile, des textiles qui deviennent intelligents, avec une combinaison de fibres qui sont, elles, mécaniques, du tissage, ça peut être du tricotage, ça peut être du tressage. Et donc tout ça est combiné avec des technologies qui peuvent être soit de l'ordre du numérique, mais ça peut aussi être des nanotechnologies, des biotechnologies, ça peut être des matériaux à mémoire de forme, ça peut être beaucoup de choses. Les textiles connectés, eux, embarquent carrément des technologies numériques et ça sous-entend d'avoir une plateforme distante qui permet de traiter ces informations et puis donc d'interagir avec d'autres éléments dans l'ensemble du système numérique. Donc le petit schéma qui est en bas, c'est un programme de recherche qui porte sur la mise au point d'un operating system qui soit dédié aux vêtements, c'est-à-dire les capteurs dans le vêtement, les chaussures, le t-shirt, et avec des fonctions donc pour capter un certain nombre de données. Et de l'autre côté, une passerelle pour aller vers, à distance, des outils de traitement de l'information pour interpréter les données qui sont mesurées. Donc quelques exemples. Ici, vous avez donc un gant qui s'appelle ProGlove qui permet de faire de l'apprentissage de gestes, en particulier dans le milieu industriel. Bon, il y a d'autres produits qui existent, qui sont encore plus récents que ce modèle-là, qui doit dater d'il y a 1 an. On a aujourd'hui la possibilité de relier le physique et le virtuel, et on a des gants qui arrivent sur le marché qui permettent de saisir des objets virtuels sur un écran, vous avez peut-être vu, et d'avoir l'impression de véritablement saisir un objet comme s'il était dans un espace réel. À gauche, c'est tout simplement une combinaison de protection
pour les milieux hostiles, en particulier les milieux à fort risque radiologie. Donc avec des capteurs pour faire des mesures, pour une combinaison déjà et des capteurs pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour la personne. Donc cette matière textile, elle devient communicante, elle est intersensorielle, et l'atout du textile par rapport à ce monde digital, qui pour l'instant ne véhicule que des choses que l'on voit et des choses que l'on entend, l'atout du textile, c'est justement cette capacité d'intégration intersensorielle. C'est une matière qu'on porte sur soi, c'est une matière donc on peut y intégrer une notion de toucher, c'est une matière qui vit, qui nous est proche, qui pour certains moments, enfin je veux dire pour avoir son odeur. Et donc je pense qu'il y a tout un avenir pour qu'il y ait une relation entre le digital et le textile et faire qu'on aille beaucoup plus loin dans la relation au digital pour que ça s'intègre de façon plus humaine dans notre quotidien. Donc, une notion de matière communicante, déjà, on pourrait très bien imaginer d'avoir dans le textile un réseau de données, aussi bien soit en intégrant du câblage dans le textile, Florence vous en parlera plus que moi tout à l'heure, soit en ayant une matière textile elle-même qui soit communicante et qui permette donc d'actionner, de capter, d'interagir avec l'environnement. Donc, par exemple, ce concept de matière communicante, ça fait l'objet de recherches aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir une matière dont on puisse tracer du début jusqu'à la fin de son usage, dont on puisse tracer les éléments de description et puis les éléments qui sont utiles à son usage à un moment donné. Donc on a imaginé sur un prototype d'intégrer dans la matière des micro-tags RFID, et sur ces RFID on embarque des informations sur comment la matière a été faite, quelles sont les fibres qui sont dedans, quelles sont les inductions, les traitements dont elle a fait l'objet. Et puis un peu plus tard, quand on va l'utiliser, on peut très bien imaginer avoir besoin d'autres informations sur son lavage, sur son entretien, et puis en fin de vie, savoir comment la recycler. Donc voilà comment ça marche. Très rapidement sur ce slide, on a donc des petits RFID qui sont implantés directement au niveau des fibres. C'est les petits carrés que vous voyez un petit peu brillants là sur les fibres, sur l'image du bas. Et donc, avec un lecteur que l'on passe sur la matière, on peut lire à la volée les données et les interpréter. Alors, juste pour faire très court, les RFID, c'est les antivols, les petites pastilles que des antivols, ou même ce qu'on doit découper aussi dans les vêtements maintenant. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des puces qu'on a déjà dans nos vêtements. Donc, voilà, et qui aujourd'hui existent pratiquement à une échelle nanométrique. C'est vraiment on arrive à en faire de plus en plus petit. Donc, un deuxième exemple je dirais, pour le coup, de toucher textile, une problématique que l'on a dans la vente à distance aujourd'hui, surtout la vente sur Internet, c'est qu'on voit des vêtements, on les voit, on peut mettre ses mesures, on peut faire tourner les vêtements, mais en aucun cas on ne peut les toucher. C'est quand même assez frustrant, parce que, bon, je ne sais pas comment vous êtes quand vous achetez un vêtement, mais moi je trouve que c'est agréable de sentir la matière, d'imaginer ce que ça va être quand on va la porter sur soi, et puis de sentir le tomber aussi de la matière. Et donc, dans ce projet donc, qui est une thèse d'un étudiant de Lille, l'idée a été de simuler la sensation du toucher, c'est-à-dire en fin de compte, lorsqu'on touche quelque chose, je dirais ce qu'on arrive le plus facilement à numériser, c'est le frottement de doigts sur la matière. Donc, en fin de compte, cette sensation du toucher, ça peut se traduire en haptique. Et donc, on construit un modèle virtuel pour simuler cette sensation et on la reproduit sur une petite sur l'interface que va toucher la personne à distance au moment où elle va tester la matière. Le slide suivant. Donc, là, vous voyez, on a donc le doigt donc, qui teste, qui, comme vous faites par exemple sur votre smartphone, qui passe sur la petite plaquette qui est là. Et donc, à distance, on envoie les caractéristiques de frottement qui correspondent à la matière elle-même
Donc les tests pour l'instant portent sur des matières de type coton, de type polyester. C'est encore à l'état de prototype, mais c'est plein de perspectives. Alors ce qui est amusant, c'est que dans le domaine de l'aptique, de la même façon que dans le visuel on parle de pixels, dans l'aptique on parle de texels, de textures élémentaires, pour justement évaluer la capacité que l'on a à reproduire cette sensation du toucher. Donc c'est plus du tout de la fiction, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de recherches, en particulier dans le domaine automobile. Enfin, donc pour terminer, on va donc avec cette combinaison du domaine de la recherche sur les matières et du digital vers une nouvelle génération de matières textiles qui associe de l'intelligence à la matière. Et donc, comme vous voyez sur ce slide, on est obligé de combiner de nombreuses disciplines entre elles pour arriver à une application les applications deviennent de plus en plus complexes. Et le textile est donc au cœur d'un écosystème. On va vraiment vers une révolution. Vous aviez éteint, c'est bon. Oui, alors du coup, vous prenez le relais sur cette discussion. Voilà, on est sur le mot révolution. Juste peut-être avant que vous démarriez, parce que voilà, moi j'aimerais bien que vous nous donniez quand même une définition du textile. Parce qu'on ne l'a pas fait au début. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on en parlera tout à l'heure, mais si vous pouvez me dire textile, exactement, qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Alors, le textile est un matériau souple qui est fait à partir de l'entremêlement par différentes techniques de fils. D'accord. De fils, voilà. Très bien. Et ça peut être avec 2 fils, c'est ce qu'on appelle le chêne et trame, donc le tissage. Ça peut être avec un seul fil, le tricot, et c'est avec des multifilaments avec les non tissés. Très bien, voilà. En tout cas, est-ce que c'est clair? Tout à fait. Il y a le tressage en plus. C'est tout. Il y a le tressage en plus. Ouais. Après, il y a la dentelle. Après, voilà. Mais tout ça, c'est du textile, ça rentre dans le textile. Ok. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. Je voulais juste remettre le textile dans le contexte un petit peu historique, mais très rapide. Et pour comprendre en fait pourquoi actuellement il y a des contraintes, mais il y a aussi une évolution radicale, avec surtout les difficultés de mixer, comme vient de le dire Christine, des filières qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Chaque filière a ses logiques de manière de fonctionner, et il faut comprendre historiquement pourquoi. Et le textile, entre autres, c'est parce qu'en fait, de tisser des fils, qu'ils soient simples avec la tricoteuse ou avec le chêne et trame, donc des métiers à tisser, eh bien, ça a été très, 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 très long. On a mis plusieurs centaines d'années à en faire une filière industrielle. Si on regarde un petit peu à l'échelle du temps, on a très vite on a inventé l'aiguille pour pouvoir coudre ses vêtements, mais ne sont apparus, par exemple, la maille qu'au moment du Moyen-Âge, l'impression beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, et on a commencé vraiment à passer de la main, c'est-à-dire la manufacture, où il y avait des petites mains pour fabriquer, au monde industriel. Il a fallu attendre le XVIIIe et XIXe siècle, et puis réellement l'industrialisation au XXe siècle. Et ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'arrivée aussi de toutes les sciences parallèles et le développement de ce qu'on appelle les technosciences, que sont apparus les textiles à usage technique, c'est-à-dire les textiles, en anglais on dit functional textile, et puis maintenant les smart textiles, ou les textiles dits intelligents, même si c'est une terminologie que j'aime pas beaucoup. Mais bon, c'est intéressant quand même de se rendre compte en fait que cette chaîne a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, juste pour, pareil, retomber sur la filière textile, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une matière textile, à votre avis, au départ? Quel est le point de départ, à votre avis? Quand on fait un pull, de quoi a-t-on besoin? Du fil. Voilà, la matière du fil. Donc, au départ, il faut un fil. C'est le domaine de la filature. Et contrairement à ce que l'on peut croire, parce que ça, c'est vraiment le monde industriel, la filature, c'est un métier en soi. Donc, c'est des usines complètes qui ne font que ça, de fabriquer des fils. Ça peut être des fils d'origine naturelle ou d'origine synthétique, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais bon, il y a le domaine de la filature. Et une fois qu'on a ce fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer une étoffe. Et là, il y a, on en parlait à l'instant, plusieurs familles d'étoffes. Donc, il y a les chaînes et trames. Chaîne, puisque c'est le fil qui est dans la longueur, et trame qui est perpendiculaire. Et on va fabriquer donc du tissu avec des métiers à tisser. Il y a la maille où on va donc tricoter, on fait une boucle que l'on repasse l'une dans l'autre, et donc c'est le tricotage.
Et puis les non tissés et la quatrième catégorie qui sont les textiles composites. Les textiles composites, ce n'est pas à base de composite, parfois on fait souvent le mélange. C'est surtout des textiles que l'on va assembler ensemble. Je prends un exemple très simple, une turbulette d'enfant. On peut avoir dessus une petite cretonne de coton imprimée très mignonne, donc ça c'est un chêne et trame. À l'intérieur, la ouate, c'est ce qu'on appelle du non tissé. Et puis peut-être à l'intérieur, on va mettre une petite maille très très douce grattée. Donc dans ce produit, on va assembler en fait 3 types de fabrication de textiles, du chêne et trame, du non tissé et de la maille, et ça on le retrouve très couramment. Et puis surtout, une fois qu'on a ce tissu, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on va le personnaliser, et là c'est le domaine de l'ennoblissement. L'ennoblissement, c'est la partie la plus développée en fait industriellement, c'est là où il y a le plus d'entreprises, c'est là où ça tourne le plus, et surtout en termes d'innovation. L'ennoblissement, qu'est-ce que ça veut dire le mot ennoblir? Est-ce que vous vous souvenez l'ennoblissement, quand le roi ennoblissait quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il lui donnait? Il lui donnait un titre, mais pas seulement, il lui donnait des terres parfois, il lui donnait de l'argent. Là, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un tissu? En fait, un tissu, ce qu'on appelle un tombé de métier, un tissu qui arrive tout blanc du métier à tisser, on va l'imprimer. On va lui donner une caractéristique technique, autrement dit, on va lui donner une valeur commerciale. Pourquoi vous achetez tel ou tel tissu? C'est parce que vous le trouvez beau, vous le trouvez sympathique, il est rouge parce que ça correspond à votre demande. C'est une toile cirée parce que vous avez un besoin dans votre cuisine d'une toile qui est protégée. Voilà, vous allez donner en fait la valeur commerciale, l'ennoblissement de votre tissu. Et là, il y a plusieurs catégories dans l'ennoblissement. Il y a la préparation, la coloration, c'est-à-dire tout ce qui est teinture et impression, et puis surtout les après mécanique ou après chimique, ça, Christine pourrait vous en parler pendant des heures. C'est un domaine extrêmement dynamique. Et ça, c'est toute la partie cachée, en tout cas le grand public le connaît peu, et on arrive à 2 grandes familles de textiles. Les textiles usuels, pour simplifier, c'est les textiles que vous portez, et puis les textiles à usage technique, qui est donc la catégorie des textiles plutôt pour le monde de l'industrie, mais pas que. Et ensuite, bien entendu, ces textiles, on va les transformer. Alors, dans le monde de la mode, on en fait des vêtements. Dans le monde médical, on va en faire d'autres utilisations. Dans le monde industriel, par exemple, dans la filtration, on va faire beaucoup d'applications. Et puis après, bien entendu, on va le distribuer par les grandes chaînes de magasins, évidemment le e-commerce. Et tout au bout, il y a le consommateur. Comme vous pouvez voir, c'est une chaîne qui est extrêmement linéaire. Donc, on prend un fil, on en fait un tissu, on l'ennoblit, on le transforme, et ensuite on va le vendre. Alors, pour parler un petit peu de l'évolution de la notion d'innovation et comprendre dans quel contexte on est, au départ, quand on est arrivé au domaine de l'innovation, de l'industrialisation au XXe siècle, l'innovation était liée à la capacité de production. Savoir fabriquer en quantité, déjà, ce n'était pas simple parce qu'il fallait avoir des usines avec des métiers qui soient capables de le faire. Et surtout, il fallait être capable de s'approvisionner en grande quantité de fils, ce qui non plus n'était pas évident. À l'époque, il n'y avait pas les avions, il y avait à peine le chemin de fer, donc c'était assez compliqué. L'innovation, c'était d'être capable de produire. À partir des années 40, avec l'arrivée surtout de toute la filière pétrolifère et donc la filière chimique, innover était lié à le fait de créer des performances, des nouvelles fibres qui pouvaient être élastiques, qui pouvaient être hydrophobes, qui pouvaient être non-feu. Tout ça apportait de nouvelles caractéristiques et donc de nouvelles performances. Et donc, petit à petit, l'innovation a glissé vers la notion de service. Et c'est là où sont apparues toute cette classification de textiles à usage technique. Et puis, à partir des années 80, eh bien, cette notion de service est toujours là, mais elle a pris une nouvelle dimension, je dirais immatérielle, avec le monde du digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la notion de performance, elle devient une notion en mouvement. Et on va voir 3 types de mouvements. Ah oui, alors j'avais oublié cette slide. Juste avant de voir les 3 types de mouvements, il y a les 3 grandes familles actuelles de textiles, on va dire de smart textile. Les e-textiles et les textiles actifs qui sont, je dirais, les familles les plus anciennes. Et puis les éco-technotextiles. La grande différence entre les e-textiles et les textiles actifs, c'est que les e-textiles ont besoin d'électricité pour fonctionner ou font le passage électrique, alors que le textile actif est plutôt dans le domaine chimique. Là, par exemple, on voit très bien un tissu thermochromique qui se transforme en fonction de la chaleur, qui fait apparaître et disparaître des couleurs. Et puis la dernière catégorie, éco-technotextile, qui est assez récente et qui mélange soit par le type de fabrication, soit par la finalité d'utilisation du produit, quelque chose, on va dire, un peu plus responsable.
Alors, je disais, il y avait 3 types de mouvements, et ça, c'est totalement et radicalement nouveau dans le domaine textile. Le fait qu'un tissu puisse diffuser des odeurs, diffuser de la lumière, ça lui permet d'acquérir une espèce de territoire immatériel, invisible mais pourtant présent, qui augmente donc son action autour de lui. Quand on sent un tissu, évidemment, on n'a pas le nez dessus, on est à quelques centimètres, eh bien, ce territoire est extrêmement important. Et dans le domaine de l'industrie, c'est ce qu'on appelle le service. Dans d'autres domaines, on peut appeler ça la magie, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. La deuxième caractéristique du mouvement, et qui est très importante et effectivement radicalement nouvelle dans le domaine textile, c'est la réversibilité. Le fait qu'un tissu soit, par exemple, coloré rouge, devienne bleu et ait la capacité de revenir rouge, ça, c'est totalement nouveau. Je prends un exemple avec un tissu, par exemple, lumineux. J'ai un interrupteur, donc je décide, moi, si le tissu va s'allumer ou pas, ou je le fais à travers un programme informatique avec des capteurs. C'est pareil pour les encres thermochromes, en fait, sauf que ce n'est pas moi qui décide, c'est la variation grâce à un facteur extérieur, par exemple la température, mais ça peut être la pression, l'humidité ou un certain nombre de facteurs, qui va faire passer ce changement d'état à ce tissu. Et ça, c'est radicalement nouveau. Et enfin, le troisième mouvement, qui est très transversal, c'est le fait que l'industrie textile se soit ouverte à d'autres industries et qu'il y ait des échanges, soit avec le domaine de la cosmétique, le domaine de l'électronique, le domaine de l'informatique, le domaine de la chimie. Ça, c'est totalement nouveau. Il faut que tu... J'ai un petit blog. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est que le... Tu peux avancer. Voilà. La différence entre les différents textiles e-textiles ou textiles connectés, je vous disais, c'est le passage d'électricité. Néanmoins, il y a deux grandes familles. Les e-textiles, donc là, il y a juste le passage électrique. On peut le voir avec l'intégration de capteurs, d'actionneurs, on peut les redéfinir tout à l'heure. De l'électronique, et parfois il y a un petit peu de codage, un petit programme informatique, mais pas toujours, et on va jouer sur quelques variables, ce qu'on appelle des datas. Par contre, si mon textile est connecté et a besoin d'une transmission d'informations entre un ordinateur, avec un ordinateur par exemple, ou une centrale, eh bien là on rentre dans le monde du connecté, et on peut voir que c'est beaucoup plus développé, on a besoin d'autres corps de métier, notamment pour l'analyse des données. Ah, il y avait une question avant qu'on continue. Tout à fait. Alors, on vous a donné un éventail de tout ce qui était proposé, les tendances actuelles et les mouvements. Et justement, puisqu'on parle des évolutions futures, en tout cas des grandes tendances qui traversent aujourd'hui le textile, on voulait vous poser cette question qui était: qu'est-ce qui vous semble le plus attractif ou intéressant dans les métiers du textile, qui pourront être parcourus justement par les différentes tendances qu'on vient de vous présenter. Donc petit A, grand A d'ailleurs, A, pouvoir exprimer sa créativité, en B, développer les interactions humaines, en D, suivre les technologies actuelles et à venir, et en C, être en lien avec les enjeux de la société. Là, on voit, peut-être un peu plus lent pour répondre, dans une question un peu plus pointue. Alors montrez bien, on ne s'est pas encore prêt, tout le monde n'a pas levé, mais... J'en vois certains qui ne montrent pas forcément leur visuel. Attendez bien, voilà, le visuel dans son vœu. C'est bon partout. Virginie, c'est bon pour toi. Et on va voir les résultats apparaître. Ah, décidément, vous aimez bien le vert. Hein. C'était le bon pronostic. Oui. Bon, à chaque fois, c'est la réponse A. Peut-être qu'on aurait dû changer d'ordre, mais qui arrive en premier. Donc, exprimer sa créativité, donc peut-être plus éloigné d'un certain nombre d'enjeux finalement aussi de société. Peut-être que vous pouvez creuser ça et puis peut-être éclairer en tout cas les personnes dans la salle pour dire tiens, finalement il y a aussi d'autres choses au-delà de la créativité qui peuvent être activées derrière, et peut-être élargir finalement les représentations qu'on peut avoir sur l'attractivité de ces métiers du textile. Alors, moi, j'ai un commentaire. Je trouve que la question B, développer les interactions humaines et être le lien dans les enjeux de société, sont très proches. Et personnellement, je trouve qu'au niveau industriel, il y a un très très grand enjeu entre le monde des GAFA, donc le monde des softwares, et quelque part derrière le monde des hardware, c'est-à-dire l'électronique, et le monde du textile, qui est le monde du souple, qui est aussi le monde de la pensée humaine. Il y a une très forte interaction quand on regarde historiquement entre le fait de tisser la pensée
le tissage et la réflexion humaine. Donc il y a un enjeu de taille, notamment sur l'esprit critique, entre ce monde souple et ce monde dur. Moi, je compléterais juste en disant qu'effectivement, exprimer sa créativité, on le voit un petit peu dans l'évolution de l'industrie aujourd'hui, l'évolution dont on attend qu'elle soit de plus en plus, je dirais, agile, qu'elle soit de plus en plus adaptée au moment. Et on n'est plus dans des grosses structures aujourd'hui qui partent pour des années à produire tel produit. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec l'utilisateur. Très bien. Et tout à l'heure, vous expliquiez aussi que finalement, c'était la question de design, c'est aussi un travail d'équipe. Et aussi, du coup, cette créativité, elle s'explique peut-être à plusieurs. Peut-être, du coup, nous donner enchaîner pour nous présenter une cartographie, finalement, de ces métiers, de comment ils se structurent. C'est la suite. C'est juste la la suite. Tout à fait. C'est pour ça. Ça tombe Ça parfaitement bien. bien. Alors, donc je reviens juste 2 secondes sur cette filière textile. On a vu que c'était extrêmement linéaire, mais du coup, il y a un gros défaut qui est aussi une qualité, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est le côté inertique de la filière textile, parce que quelque part, elle s'est habituée pendant des centaines d'années à être toute seule, c'est-à-dire on part d'un fil et on va jusqu'au produit fini pour proposer quelque chose au consommateur, mais elle fonctionne d'une manière totalement autonome. Par contre, si on regarde et si on fait la comparaison avec le domaine de la conception, donc je reviens tout à fait à votre question, là, vous avez schématiquement le process de création d'un styliste, donc le domaine de la mode et du textile, où vous avez au départ sa personnalité. Alors, ça peut parfois être une groupe ou une marque, mais il y a toujours un directeur artistique, quand je ne parle pas d'un grand créateur. Et donc, c'est sa personnalité, c'est ses envies qui vont être mis en exergue à travers une collection. Et donc, il va y avoir des échanges, il y a évidemment la création, la collection, des échanges pour modéliser, réaliser des patronages, mais ce sont des échanges qui sont plus dans un sens, c'est-à-dire que ce sont des petites mains, toute une équipe qui va être là pour réaliser ce que, on va dire pompeusement, le maître veut, et de même pour le consommateur final, on lui propose quelque chose qui est vraiment un point de vue de quelqu'un dans une collection. Or, si on compare avec la conception produit dont on parlait tout à l'heure, eh bien là, au départ, on va chercher des idées par rapport à un besoin d'un consommateur. Et donc, c'est le fil conducteur toujours de la conception d'une manière générale, c'est le consommateur. Et donc, on va chercher des concepts nouveaux pour créer des produits. Et ces produits, même s'ils sont dans le même textile, et on le voit très bien dans les EPI, équipements à protection individuelle, eh bien, il va y avoir beaucoup d'interactions, mais je dirais au même niveau, entre les gens qui vont faire la couture, les gens qui vont être ingénieurs, développeurs, les ergonomes. Tout ça, il va y avoir une équipe qui est absolument indivisible pour arriver à un prototypage et un produit fini pour proposer au consommateur. Et bien des fois, on le verra après, le consommateur va entrer en cours de route dans cette chaîne de conception pour donner son avis. On va faire des tests utilisateurs, et ça, c'est très, très important et très nouveau. Alors, je vous disais, quand on fait la conception du produit, on a donc le consommateur, le end user, qui est au centre de la conception. Et ensuite, il va y avoir tout autour un certain nombre d'acteurs qui sont assez nouveaux dans ce écosystème. Donc, le textile n'est pas tout seul, cette fois-ci, il n'est qu'un acteur de toute cette équipe. Il y aura donc le design produit, le monde numérique, le marketing et évidemment l'after sell, l'après-vente, pour ce produit dans le cas d'un produit connecté. Si on regarde les interactions entre les différents produits, je suis désolée, ma slide est mauvaise définition, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions entre tous ces domaines, et notamment l'intégration du end-user dans la conception produit en design produit, mais aussi au niveau de l'électronique, puisque l'électronique, on va demander que le end-user nous fasse des feedbacks, typiquement le débugage d'utilisation sur les logiciels et les applications. Donc, il est intégré au cœur du développement, et on verra, après, je crois que j'ai une slide après qui développe un peu toute l'électronique. Mais il y a beaucoup d'échanges aussi avec des domaines extérieurs. Par exemple, si je fais un t-shirt cardiaque, bien entendu, ce n'est pas des électroniciens ni des informaticiens qui vont pouvoir répondre aux questions cardiaques. On va aller voir un médecin, un spécialiste, un cardiologue. Donc, à chaque fois, on va venir chercher une expertise extérieure qui va apporter son savoir pour améliorer, mettre en place, par exemple, dans ce cas-là, si c'est un t-shirt cardiaque, toute la partie programmation. Et puis, derrière, il y a évidemment le marketing qui a pris une place extrêmement importante pour plusieurs raisons.
Parce que, en fait, quand vous vendez un service et non plus simplement un textile ou un vêtement, ce service, il faut être capable de l'accompagner. Il faut qu'il y ait un service après-vente, il faut expliquer aux gens comment ça marche, à quoi ça sert. S'il y a des bugs, il faut être là pour les aider à débugger ou à régler les problèmes techniques. Vous avez aussi les problèmes de lavage. Mais surtout, vous avez ce dont parlait tout à l'heure Christine, le versionning. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mettre un programme à l'intérieur d'une puce électronique, eh bien, il va y avoir différentes mises à jour. Et ces mises à jour vont pouvoir, soit simplement pour être plus performantes par rapport à vos nouveaux systèmes, par exemple le cas de vos téléphones portables, mais parfois ça va ouvrir des portes sur des nouvelles fonctionnalités. Et tout ça, il va falloir l'accompagner derrière. Et donc, c'est de la stratégie d'entreprise extrêmement importante, parce que ce n'est pas le tout d'en parler, il faut mettre en place les équipes qui vont suivre derrière. Vous vouliez intervenir? Non super, oui. Non, mais je vous laisse terminer, mais j'avais une petite question dans la foulée, je vous laisse terminer. Et juste, dans le marketing, je voulais juste vous montrer qu'en fait, c'est toute une étape parce qu'on ne met pas en place un produit qui intègre de l'électronique en 6 mois, c'est-à-dire dans le flux, je dirais, classique de collection de mode. On va le faire sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, il faut préparer et on va faire des sorties, soit ce qu'on appelle des démonstrateurs. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un produit très particulier qui va être mis en avant pour le produit, pour le public, des mini-séries qui vont permettre justement de tester le marché, de réorienter le produit ou les fonctionnalités du produit par rapport à ce qui est sur les demandes du consommateur, mais aussi de préparer le consommateur à venir chez vous pour ces nouveaux services, parce qu'on ne va pas du jour au lendemain chercher un téléphone chez Zara, par exemple. Il y a toute enfin, il faut s'habituer, il faut préparer la clientèle, il faut préparer la structure pour que les gens viennent acquérir ces services. Et tout ça, ça se fait gratuitement. Et même au sein de sa propre entreprise, il faut préparer son personnel et structurer ça dans ce sens-là. Et dans le monde textile, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc ça prend du temps. Mais alors pour le coup, tout ce qui existe autour de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait qu'il faille effectivement tous les 2 ans, 3 ans changer son smartphone et autres, alors c'est déjà très présent au niveau des vêtements. C'est vrai qu'il y a un turnover beaucoup plus important du côté des vêtements, j'espère en tout cas du côté des ordinateurs, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'intégrer dans les textiles une façon de penser et de consommer qui n'était pas présente jusqu'à maintenant? Au-delà de la question de la prévente et du service, c'est aussi pousser les consommateurs à consommer plus en intégrant des services plus ou moins obsolètes? Alors, ça dépend sur quelle lignée on se parle. Si on est effectivement dans le domaine médical, on n'est pas dans l'obsolescence programmée, au contraire. Après, il y a, et si on aborde le sujet, peut-être vous aurez des questions à la fin de la présentation, notamment sur l'éco-conception. Nous avons une très grande responsabilité en tant que designer, ingénieur, enfin personne constituant cette équipe de design, de faire des produits qui ont du sens et qui durent longtemps. À partir du moment où on utilise le monde digital pour l'intégrer en tant que service dans quel que soit, que ce soit du textile ou d'ailleurs autre chose, évidemment, il y a une certaine forme de responsabilité dans ce que l'on sort. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu toute une vague de produits très gadgets, comme les Smart Swatch, qui n'ont pas pris parce qu'en fait, les gens ont bien vu qu'on n'apportait pas un vrai service, que ce n'étaient pas des produits performants. Et donc, ils se sont tués par eux-mêmes. C'était vraiment le monde du gadget. Donc, la réalité de la conception et la pertinence de la conception est extrêmement primordiale. Merci. C'était une petite question. Voilà. Tout à fait, je vous laisse poursuivre. Tout à fait importante. Oui, alors juste pour se rendre compte en fait de l'endroit où se passe le plus d'innovation, je dirais plutôt le plus d'échanges entre le monde digital et le monde du textile, c'est entre les deux corps, le finishing en anglais, c'est l'ennoblissement et la transformation. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a beaucoup d'échanges et très rapides entre des gens qui vont faire des collections, donc je dirais tous les 2 mois, 3, 4 mois, 6 mois, où soit les maisons de mode, par exemple, demandent des nouveautés à leurs ennoblisseurs, ou soit parce que les ennoblisseurs sont force de proposition et donc vont proposer des nouveautés pour leurs clients. Et comme par hasard, c'est un mode de fonctionnement qui correspond qui correspond très bien au monde de fonctionnement de l'électronique, entre autres, puisque à chaque fois qu'on fait un projet, on va refaire un cahier des charges et on va refaire la conception d'une carte électronique pour répondre aux besoins du client. Ce n'est pas tellement habituel dans le monde textile, puisque au départ, quand on a vu dans le mode de fabrication des étoffes, quand on monte un métier à tisser, ce n'est pas pour faire 3 mètres, c'est pour faire des milliers de mètres. Donc on tisse d'abord des milliers de mètres, et puis après, on le transforme.
Donc, et là, il faut apprendre au contraire à tisser peu de quantité, mais à chaque fois de le faire d'une manière personnalisée. Donc c'est quand même dans le monde du textile un bouleversement de process industriels. Oui. Alors je vous disais, le fait d'intégrer un service qui est lié aux technosciences, donc par exemple le monde digital, mais pas que, devient automatiquement une conception produit. Voilà. Alors dans le cahier des charges d'une conception produit, qui est un petit peu différent d'une conception d'un vêtement, au départ, vous avez toujours l'usage et la fonction. Donc, à quoi ça sert et comment ça va être utilisé. À partir des années 70, et notamment avec des mouvements de design italien, on a introduit les valeurs immatérielles dans le produit. Le fait qu'il puisse avoir une odeur, les couleurs, le toucher sont devenus très importants et transforment l'appréciation que vous avez d'un produit. On prend très souvent un exemple classique du domaine de l'automobile. Quand vous ouvrez la portière d'une voiture, le son que fait l'ouverture de la portière vous influence sur la qualité de la voiture. Or, en fait, ça n'a rien à voir puisque la qualité du moteur peut être très, très différente, évidemment, du son de la serrure de la voiture. Donc, il y a des études de manière à avoir un produit qui est conçu dans son ensemble, qui intègre ses valeurs sensorielles, notamment sur le vieillissement du produit, et donc qui donne là ce qu'on appelle la qualité perçue. L'arrivée des nouvelles technologies, et notamment du monde digital, a apporté en fait de nouvelles ergonomies très intuitives qui ne sont pas liées simplement à un produit, mais à un produit plus une application, par exemple. Et donc l'application doit refléter quelque part un certain nombre d'informations qu'apporte le produit. Je reviens à l'idée du t-shirt cardiaque. Si vous avez un t-shirt qui va capter des informations primordiales pour vous, vous avez envie, vous avez besoin de savoir que la captation se fait dans de bonnes conditions. Puis ensuite, vous avez besoin d'être assuré sur le fait, alors que ça ne se voit pas, que la transmission des données se fait parfaitement à l'endroit où il faut pour qu'elles soient traitées. Et enfin, vous avez besoin de savoir de la même manière que ces traitements de données qui reviennent sur votre application sont bonnes et ont été bien transmises au médecin qui va analyser. Tout ça, ça ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle du service immatériel. Néanmoins, dans la conception du produit, vous avez besoin d'avoir ces signes qui vous sécurisent. Mais en même temps, vous ne voulez pas qu'on montre que vous avez de la captation cardiaque, vous ne voulez pas montrer aux individus qui sont autour de vous que quelque part vous êtes en défaillance. Donc tout ça, ça doit être intégré dans la conception produit et ça devient assez complexe, d'autant plus qu'il y a cette marge technologique de versionning, c'est-à-dire où on va pouvoir ouvrir des services. Donc il faut anticiper ces services qu'on va pouvoir intégrer dans le produit pour faire sa conception. Alors, on va montrer quelques exemples de designers, puisqu'en fait, le métier du designer dans le monde textile a beaucoup évolué. Tu peux avancer. Voilà, il y a plusieurs profils de designers. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, mais on va vous montrer quelques exemples. Le designer mutualiste, avec le Fab Lab que vous avez ici, ça semble incontournable. Le designer chercheur, le designer éclaireur, c'est le rôle des démonstrateurs. Econetto textile, évidemment, et éditeur. Alors, un exemple du monde de la recherche, mais qui montre bien que les équipes sont pluridisciplinaires. Ce projet I Am Blanky, je suis un doudou, qui en fait a été fait par une équipe canadienne entre des architectes, des ingénieurs informaticiens et un hôpital, où en fait cette couverture va analyser vos mouvements en cours de sommeil, mais en temps réel. En fait, chaque fois que vous bougez ce tissu, il y a une analyse sur un ordinateur et on enregistre la totalité de vos mouvements. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette création, c'est qu'elle est faite d'une manière textile. Tous les pistils, ce sont des petites fleurs. Les pistils, qui se mettent en contact avec les pétales qui sont conducteurs. Et à chaque fois que le pétale tombe sur, on peut avoir un point géolocalisé et on sait exactement votre mouvement. Ce qui est intéressant dans cette création, c'est la pertinence et la transparence de la technologie. Tous les composants électroniques font partie du motif textile et donc, quelque part, on absorbe totalement la technologie, on la montre tellement qu'elle devient transparente et à ce moment-là, on passe à un autre sujet qui est celui bien de la mesure du mouvement. Alors voilà quelques équipes au travail. C'est un projet qui continue actuellement, qui maintenant est moins décoratif, je dirais, mais qui continue toujours et qui est testé en hôpital. Le second projet, qui est un projet très intéressant aussi de recherche, qui a été fait au Danemark, pareil, sur une équipe pluridisciplinaire. Là, c'était une réflexion sur le rôle de la technologie et notre impact environnemental.
Ils se sont inspirés de en fait, la différence de temporalité entre notre vie humaine, puisque nous vivons, on va dire, une centaine d'années, mais que les glaciers, eux, vivent à une autre temporalité sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, elles ont, parce que ce sont des femmes, fait une paroi tridimensionnelle qui fait 10 mètres de long sur 3,50 mètres de haut, qui sont cousus et assemblés avec des fils d'argent qui servent de capteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Cette paroi bouge tout le temps comme un glacier, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'elle bouge à son rythme, à sa temporalité, c'est-à-dire extrêmement doucement. Néanmoins, quand vous vous approchez de la paroi, votre présence est détectée par le fil d'argent qui est un capteur, votre présence est implémentée dans le programme informatique et va changer le cours des choses, mais presque d'une manière invisible, sur la vie de cette paroi. Là, on voit quelques zones de montage. Et en fait, c'est très, très simple techniquement. C'est du tissu 3D assemblé avec du fil d'argent. Tout est dans l'interprétation esthétique et formelle de l'installation. Le profil du designer mutualiste, ça c'est important parce qu'il y a une très grande interaction, enfin de plus en plus d'interaction entre le monde du do-it-yourself et le monde de l'industrie. Dans le do-it-yourself en électronique, ça existe depuis le début de l'histoire de l'électronique. Depuis 1925, il y a eu les premières revues pour fabriquer soi-même ses radios avec ses composants électroniques, donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Dans le domaine du textile, on a du do-it-yourself avec l'apparition notamment des patrons Burda dans les années 1946, je crois, la création. Donc ce n'est pas notamment totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait de mixer les deux ensemble, et ça on l'a vu à partir des années 90. Et actuellement, il y a deux grandes prêtresses, enfin deux personnes très très connues dans ce domaine. C'est le studio Cobacant qui est basé à Berlin. L'une vient du MIT et l'autre vient du monde de l'interaction. Et elles ont monté ce studio qui fait énormément de workshops. Alors, en fait, c'est une manière de fonctionner extrêmement structurée. Le but, c'est d'expérimenter. Expérimenter tout azimut et d'une manière très très ouverte, en remettant en cause parfois, mais pas d'une manière critique, en remettant en cause certains modèles industriels. On a fini par produire et on continue à produire d'une certaine manière, alors que parfois on a totalement changé le modèle, mais bon, on a les machines, on continue comme ça, dans un certain format, on ne sait plus pourquoi, mais voilà. Donc elles remettent en cause, elles essayent de comprendre pourquoi on fabrique et quelles sont les manières de fabriquer. Leur but, c'est de fabriquer un prototype fonctionnel. Leur but, ce n'est pas forcément de vendre, c'est de réaliser un prototype fonctionnel, on va voir un exemple après, pour montrer que ça marche. Puis de documenter. Si vous allez sur leur site internet, elles documentent énormément et d'une manière très ouverte. Elles vont vous donner tous les matériaux, tous les essais, tous les fournisseurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est une source d'inspiration énorme. Elles créent leurs propres outils, parce qu'il faut lier le monde électronique avec le monde textile. Donc par exemple, une couture, ça sert à assembler deux pièces. Mais dans le monde électrique, il faut absolument que le fil soit continu pour qu'il y ait une continuité électrique, sinon ça ne marche pas. Or, dans le domaine de la confection, s'il y a un petit morceau qui est coupé, mais du moment que la totalité soit assemblée, ça fonctionne. Donc il faut créer de nouveaux outils. Il faut transmettre aussi. Elles font beaucoup de workshops, beaucoup d'expérimentation avec le public. Et parfois, elles capitalisent en exposant. Elles n'exposent pas les pièces qu'elles font, elles exposent le process par lequel elles sont arrivées à cette pièce. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, juste pour faire le parallèle, en fait, c'est le même esprit qu'on retrouve dans le logiciel libre. Tout à fait. Voilà, dans le domaine du numérique. Dans le logiciel libre, le développement du logiciel libre. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, c'est-à-dire les logiciels qui ne sont pas commercialisés donc, par des grands comme Microsoft. C'est des communautés. Ces communautés-là sont apparues, je dirais, pratiquement. Dans les années 90, oui, c'est ça, dans les années 90. À peu près la même chose. À peu près. Alors, pour vous montrer un exemple de ce à quoi on peut arriver, juste si on peut revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. Oui. Le haut-parleur, alors elles ont en fait étudié le système du haut-parleur. Le haut-parleur, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'interprétation en fait du mouvement entre une membrane et un électroaimant. Et c'est ce qui vous permet plus le mouvement est fort sur la membrane et meilleur est le son. Donc c'est pour ça que les haut-parleurs sont très gros, très larges et très hauts. Surtout, c'est que ça permet d'avoir la vibration la plus ample possible. Elles ont donc étudié ça et elles se sont dit, mais cet électroaimant avec ce bobinage, on pourrait le faire autrement. Et elles l'ont brodé, vous le voyez sur le tissu. Elles l'ont brodé à plat, si bien qu'en fait, quand le tissu devient totalement sonore, elles se servent de la totalité du tissu comme caisse de résonance. Et elles ont réintroduit évidemment les composants électroniques et ça fonctionne parfaitement.
À partir de cette démarche très ouverte, il y a des gens qui se sont inspirés. Il y a Claire William, par exemple, qui fait des choses, qui est venue faire des workshops ici, qui fait un très très beau travail sur les haut-parleurs brodés. Mais dans le domaine industrie, du coup, ça a remis en cause. Bon, évidemment, sur ce type de haut-parleur, vous ne pouvez pas passer bac. En tout cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais vous pouvez très bien passer de la voix et passer un certain nombre d'informations. Ce qui est intéressant, c'est en fait, pour les industriels, de souffrir en disant « Ah, mais pour finir, je pourrais peut-être travailler autrement ». Comment travailler autrement? Voilà d'autres expériences très intéressantes. Ça, c'est un sujet de thèse à San Martin College, on en parlera à la fin sur où se former, mais c'est un endroit extrêmement actif. Cette jeune femme a étudié en fait les streptomocytes, ce sont des antibiotiques, des cellules qui transforment en fait les feuilles mortes, par exemple, dans des cellules qui peuvent avoir des applications médicales. On s'est aperçu que quand on donne, suivant le substrat qu'on donne à manger à ces cellules, elles produisent de la couleur. Alors, je ne les connais pas très bien, mais quand on donne, je ne sais pas, un substrat A, ça devient orange, un substrat B, ça devient vert, et on peut faire toute une collection de couleurs. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a fait des expérimentations qui étaient entre le laboratoire et le domaine textile. Elle a créé donc des encres qu'elle a imprimées et qui fonctionnent parfaitement bien. Et ce qui est très intéressant, alors là je ne l'ai pas mis, mais en fait ça a inspiré en France, parce qu'elle a été en Angleterre, un hackerspace qui s'appelle la Paillasse, qui a mis au point des encres et notamment des kits pour écrire à la main où les élèves peuvent produire leur propre encre avant d'écrire avec. Et ça a donné lieu, du coup, cette équipe a monté une start-up qui s'appelle Pili, qui est basée à Bordeaux et qui est en train de se développer d'une manière industrielle très très forte pour produire à l'échelle vraiment industrielle des pigments qui viennent uniquement de bactéries. Des exemples très rapides, éco-techno, là par exemple c'est intéressant, c'est le travail de la maille. La maille tricotée avec des petits tubes de plastique transparent peuvent servir aussi de station pour produire du biocarburant, c'est-à-dire qu'en fait on fait passer du liquide avec des algues et donc les algues voient la lumière et produisent de la masse qui ensuite est transformée en biocarburant d'une manière domestique. Autre exemple, ça c'est un exemple français, c'est un très bel exemple, Céricine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces startups parisiennes, où ils ont réussi, c'est très beau parce qu'en fait ils réussissent à produire de l'impression 3D avec des cocons, avec des vers à soie. Donc c'est la technique additive, l'impression 3D, mais au rythme de l'animal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas dans la sériculture, pour obtenir de la soie, on prend le cocon et qu'est-ce qu'on fait? On ébouillante le ver à soie avant de dévider le cocon. Donc c'est quand même pas très sympathique. Là, dans cette pratique-là, en fait, on est au rythme du cocon. Le ver à soie met à peu près 48 heures pour donner tout son stock de séricine. Et donc pendant ces 48 heures, il va déposer au fur et à mesure sur la pièce qu'on lui a donnée sa séricine, puis ensuite il va se transformer réellement en papillon. Designer, éditeur, on va passer assez vite sur ce projet, mais ce qui est intéressant, c'est que je vous disais que c'était des équipes pluridisciplinaires. C'est aussi très souvent, et la difficulté de ces projets, on n'a pas le spécialiste à côté de chez soi, donc c'est souvent des équipes internationales. Et là, c'est un projet de paroi interactive où chaque disque a une fonctionnalité. Ça peut être une alarme incendie, ça peut être un diffuseur de parfum, ça peut être de la lumière. On interconnecte ces ronds et ensuite on les pilote avec un téléphone portable. L'équipe de designers est danoise. Là, vous avez la personne qui a développé tout le côté électronique et interconnexion qui est italien, et celui qui a fait les disques, en fait, qui a brodé les disques, est suisse. Alors, le corps et le mouvement, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui vous intéresse, vous, en tant que lycéen. On va voir quelques exemples très importants. Et on abordera le dernier quart d'heure de la rencontre, je vous préviens, juste pour... Car je suis également garante du temps, et je ne vais pas vous couper trop vite la fin. Alors peut-être je ne montre que cette vidéo parce qu'elle est emblématique et les autres on les sautera, vous irez voir sur YouTube. Hussein Chalayan est un créateur de mode très très connu dans le monde de la haute couture. C'est quelqu'un qui a une démarche politique très forte sur l'implication de la femme dans la société, les ethnies, enfin bon bref. Mais il travaille aussi beaucoup le mouvement. Et là, je vous ai mis 3 photos de ces défilés. La première photo, on passe d'un costume ethnique à un costume citadin en 1, 2, 3, 4, 5 versions.
mais ce sont des costumes différents, alors que 111, c'est la même robe qui se transforme. Et on va voir un extrait de son défilé, vous allez voir, il y a 6 robes qui se transforment et qui racontent l'histoire de la mode, 1900, 1920, 1920, 1940, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Ce n'est que ce qu'on appelle de la mécatronique, c'était de la microélectronique liée à de la micromécanique liée à de l'électronique. Et c'est, vous allez voir, assez étonnant, même too much. Voilà. Et on va le mettre en route. D'accord. Alors, vous allez voir, ce qui est intéressant en fait dans cette surabondance de technologie, c'est qu'après ce défilé, il a arrêté un petit peu d'utiliser cette nouvelle technologie, mais par contre, ça lui a ouvert des portes de création qu'il n'aurait jamais eu avant. Et les défilés qu'il a fait par la suite sont exactement sur le même principe, puisque vous avez vu une photo, la robe se transforme, mais simplement avec des scratchs. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce processus créatif en fait se mettre en place. Alors, hop. Donc tout est intégré dans la robe, les batteries. Là, c'est avec des fils de la mémoire de forme. Alors, il n'a pas mis au point ça tout seul, évidemment. Il avait toute une équipe derrière lui et 2 sociétés spécialisées, notamment un créateur très connu dans le domaine qui s'appelle Maurice Waldemeier. Vous pouvez aller voir son site, il y a beaucoup de vidéos, c'est très intéressant. Là, ce sont des cellules photovoltaïques qui apparaissent. That I think I was lucky enough that it worked at the end. I was really not aware that you could actually use that sort of technology within clothing. And the clothes are beautiful. It wasn't like just a show of showmanship. I thought they were incredibly beautiful pieces in there. I think that was no mean feat to achieve all of that with clothes. It was an extraordinary combination. Voilà, le dernier modèle qui en général plaît beaucoup aux garçons. C'est un peu En fait, la robe remonte complètement dans le chapeau. But I think tonight he proved once and for all that he is a wonderful fashion designer. The fact that the finale happened to include some of the... Voilà. Alors, après cet exemple-là, je vous invite à aller voir le site d'Anouk Viprech qui fait que des choses en 3D. C'est très rigolo, j'ai une petite vidéo, mais comme on n'a pas le temps, on ne va pas la passer. Cette robe aussi illuminée, Swarovski, qui parle de Marlène Dietrich, en soi, je voulais quand même vous parler de cette création, les motifs génératifs. Ça, c'est très très nouveau dans le domaine de l'industrie. Qu'est-ce que c'est que les motifs génératifs? En fait, là, dans ce cas-là, vous prenez un petit bâtonnet. En l'occurrence, ils ont fait un logiciel sur processing. Ça a démultiplié ce bâtonnet. Ça lui a donné un mouvement. Si on voit juste... Là, il y a un petit exemple de la programmation. Hop. Comment tu fais? Voilà. Ça lui donne un mouvement, ce qui démultiplie le nombre de propositions graphiques que l'on peut faire. Et donc, on peut le mapper sur, par exemple, une architecture et donc choisir exactement ce que l'on veut faire à tel ou tel endroit. Et ils ont repris cette variable et cette manière de fonctionner pour une collection dans le domaine Jacquard, où là, ils ont implémenté dans le programme textile des variables. Et donc, le métier Jacquard, qui est un métier industriel et qui produit en grande quantité, ne produit que des pièces uniques.
Et là, ils ont fait une collection de torchons qui sont produits donc à l'unité, numérotés, faits d'une manière industrielle, donc à des prix industriels, mais d'une manière totalement unique. Vous n'aurez jamais le même modèle. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant et très nouveau, et surtout extrêmement facile à mettre en œuvre. Ce projet aussi très intéressant de Shi Wei-Shi, qui est un créateur taïwanais, qui lui mixe la technologie dans un but plutôt artistique. Mais ce qui est intéressant, c'est sa manière de travailler qui est très haute technologie, mais complètement fait à la main, où l'intégration est faite par point brodé, avec de l'électronique extrêmement avancée. Voilà, donc là on le voit travailler avec des circuits à support souple. Ça, c'est pas du tout facile à réaliser ce qu'il utilise. Donc c'est vraiment le lien entre les nouvelles technologies et la haute technologie de savoir-faire à la main qui permet aussi d'avoir des projets intéressants. Bon, ça, on va le passer. Voilà. Et on voulait juste faire un point pour terminer sur les formations, parce que si la présentation vous a intéressé, peut-être que vous vous dites, mais demain, comment je peux faire pour devenir textile designer ou textilien dans le monde des smart textiles? Et on vous a apporté quelques réponses. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc, on a fait une présentation à deux voix, ingénieur-designer. C'est vrai que un petit peu comme le digital et le matériel, le monde de l'ingénieur se voit moins, le monde du designer se voit plus. Il y a plus, je dirais, il y a plus de travail sur le calcul, si on peut dire le calcul pour construire une matière qui vient compléter donc le travail du designer. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce sont des mondes qui se rejoignent complètement. Comme l'a bien montré Florence, on a une multiplicité de rôles du designer. Et donc, on a à faire face aujourd'hui à des problématiques de plus en plus complexes, aussi des problématiques sociétales. Et on a, à juste titre, vous avez souligné tout à l'heure le problème du développement durable. Et donc, on a besoin de tout le monde pour faire avancer les choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est un slide qui vient d'un séminaire de réflexion qui a eu lieu aux États-Unis. Donc, c'était plusieurs écoles de textile qui se sont réunies pour voir quelles étaient les disciplines qu'il fallait se combiner pour avancer dans le secteur du textile. Donc, sur ce slide, vous voyez donc il y a plusieurs domaines universitaires, les différentes couleurs qui sont représentées. Donc, on peut aussi bien travailler au niveau de l'humain, de la sociologie. On peut travailler au niveau de la distribution, au niveau de la façon dont vont être diffusés les produits. On peut travailler au niveau de la matière. Et donc, on voit aujourd'hui que si l'on veut aller plus loin pour résoudre donc des problèmes de plus en plus complexes, on est obligé de rapprocher toutes ces approches, de les combiner de façon à s'adapter, en fin de compte, aux différents contextes. Le maître mot aujourd'hui dans une formation tant du designer que de l'ingénieur, c'est savoir s'adapter au changement. C'est pas simplement savoir, c'est être capable, dans sa façon d'apprendre, de pouvoir s'adapter au changement. Donc les formations qui se dessinent aujourd'hui dans le monde du textile, que ce soit le textile de vêtements, que ce soit le textile dans le domaine médical, ou du sport, c'est d'abord savoir la matière elle-même, comprendre son comportement et le fonctionnement de la filière. Comme l'a souligné tout à l'heure Florence, une grosse difficulté, c'est qu'on a une filière qui est assez statique aujourd'hui, une filière du textile qui a eu l'habitude de fonctionner depuis la nuit des temps pour fabriquer des objets qui lui étaient propres, les vêtements. C'est le textile qui permet de fabriquer des vêtements. Or, aujourd'hui, non seulement il faut autre chose que du textile pour faire des vêtements, mais le textile fait autre chose que des vêtements. Donc, il faut à tout prix que cette filière, elle se décloisonne et qu'elle fonctionne avec le reste. Donc, quelques exemples de formations de par le monde, mais il y en a bien sûr d'autres en France. Je vais te laisser faire les commentaires, peut-être Florence, mais enfin, plus précisément dans le domaine ingénieur en France, on a l'ANCET à Roubaix, qui est une école très ancienne qui existait déjà à la fin du 19e siècle et qui forme vraiment au métier d'ingénieur textile avec une formation très pointue dans le domaine des fibres, de la mécanique des fibres.
de façon à avoir des ingénieurs qui soient capables de comprendre la matière et de savoir développer donc de nouvelles matières pour de nouveaux produits. On a l'ITEC aussi à Lyon, qui est plus une école, je dirais, de chimistes. Lyon étant traditionnellement la région de la teinture textile et qui a toujours eu une avance notable dans le domaine de la chimie. Et puis, donc, en élargissant un petit peu le cercle, on a St. Martin College à Londres, où on propose donc une formation qu'on pourrait qualifier de designer, oui, mais avec aussi une formation sur les matières, une formation très pointue scientifique, il me semble. C'est surtout que depuis plus de 10 ans, ils ont monté un doctorat qui permet aux élèves de design et qui s'appelle Futur Textile, dans le design textile, d'être au même niveau qu'un jeune doctorant en chimie ou en électronique. Et donc, ça permet des passages beaucoup plus fluides entre les professions. Ça, on a vu une très nette différence. Donc, on a beaucoup plus récemment donc Parsons à New York. Là, il me semble que le département donc, de design textile, c'est Lié Delcourt, je crois, qui en a pris la responsabilité. Donc, c'est une designer qui était au départ... Pas au niveau européen. Pardon Pas en Europe, parce que personne n'a plusieurs antennes en oui, Europe. Mais à New York. À New York, c'est elle qui... Et donc, son idée, elle est persuadée que l'industrie textile n'est plus adaptée dans sa structuration aujourd'hui au domaine de l'avenir du textile. Et donc, elle propose un enseignement très interdisciplinaire. Pour finir, si ça vous intéresse, en France, on est très en retard au niveau formation des textiles et nouvelles technologies. Par contre, ce que vous pouvez, c'est construire à la carte votre propre formation, c'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à privilégier des informations complémentaires, hein. Par exemple le textile, et puis à côté, savoir coder. Ça, vous pouvez le faire d'une manière déjà par des écoles, mais aussi d'une manière purement personnelle, notamment en fréquentant les milieux open source et Fab Lab. Ça, on vous invite vraiment à y aller énormément. Je vous ai mis quelques noms en France de Datapolet, Electrolabs ou Hélène, mais à l'étranger, en Allemagne, à Amsterdam, il y a beaucoup de choses qu'ils ont proposées. Expérimenter, c'est-à-dire ne pas hésiter, faire des projets par vous-même, c'est encore le meilleur moyen. Participer évidemment à des workshops. On a la chance en France, on a chaque été un e-summer camp dédié au smart textile qui est au domaine de Paillard. C'est assez rare, les gens viennent du monde entier pour aller à ce e-summer camp. Et je peux vous assurer que c'est très difficile d'y avoir accès parce que c'était réservé un peu à une élite, le même corps de recherche. Maintenant, ils ont ouvert un petit peu plus, mais il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Et surtout, j'allais vous dire, approfondir votre anglais. Comme beaucoup de choses passent par Internet et beaucoup de choses passent par l'apprentissage par vous-même, les tutoriaux, ils sont en anglais, tout est en anglais. Et moi qui, je suis quand même jeune, mais je veux dire, ça m'a manqué d'avoir cette flexibilité, cette fluidité en anglais. Donc surtout, apprenez très très bien l'anglais. Devenez bilingue tout simplement. Ça vous facilitera la vie. Ça, c'était pour un ensemble de préconisations. On avait juste une dernière question qu'on voulait quand même poser. Voilà, vous avez dit le métier changeait. Voilà, il y avait énormément de mouvements. Le métier change. Hein. C'est-à-dire que vous-même, vous allez le construire, votre métier. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. C'est vrai que l'époque est passionnante. Et parfois, des choses qui peuvent être des freins au changement, qui peuvent aussi limiter les changements, qui peuvent créer des peurs ou des interrogations. C'est aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et parfois, on peut se poser la question mais finalement, quand tout change, est-ce qu'on change aussi vers du mieux? Donc, on avait aussi une dernière question qui était de se dire, voilà, qui était, alors peut-être que c'était dommage de la poser en dernière question, mais quand même qui montre que c'est pas, voilà, faut toujours avoir un côté un peu responsable et puis regarder aussi les évolutions. On l'a abordé un petit peu en filigrane tout au long de la rencontre. On voulait vous poser une dernière question. Donc là, Virginie, sur le dernier questionnaire, à vous prendre en photo également, qui est pour vous, quel serait, selon vous, le plus gros inconvénient du textile innovant? Qu'est-ce qui fait que voilà, ça pourrait vous interroger, en tout cas par rapport à ça? Et puis on rebondira quand même sur ces 4 éléments-là derrière. Donc voilà, les règles sont les mêmes. Vous avez les questions ici qui sont affichées. Une fabrication plus polluante pour l'environnement. On peut s'interroger. Une récupération de vos données privées. On a parlé beaucoup de choses, beaucoup de textiles qui pouvaient fonctionner à notre insu. À l'heure, vous l'avez dit, alors c'est quelque chose qu'on peut souhaiter, mais c'est quoi la contrepartie? Que ça puisse avoir un impact sur la santé, effectivement, d'avoir, est-ce qu'on... on a dit que c'était long de pouvoir créer des projets.
que c'était long de pouvoir créer des projets pour la santé, mais aussi des fois le fait d'avoir des matériaux comme ça sur son corps, qu'est-ce que ça génère. Et puis un vêtement qui interagit en autonomie et à mon insu, finalement, c'est de ne plus être maître des choses que l'on porte, limite plus être maître des mouvements de son corps. Et voilà, c'est des interrogations qui sont légitimes, qui ne sont pas uniquement fantasmées. En tout cas, ça nous intéressait de nous savoir comment vous positionnez. Donc Virginie qui fait 3, 2, 1, on ne bouge plus. Et c'est bon pour elle. Tac, vous pouvez baisser vos papiers. Merci. On va voir apparaître là aussi petite réaction par rapport à ça. Et c'était aussi, on avait reçu quelques questions d'autres participants qui ne pouvaient pas participer et elles s'articulaient autour de ces grandes questions-là. Alors sur les données privées, il y a quand même une loi au niveau européen qui est passée, le RGPD. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de protections qui sont en train de se mettre en place, Dieu merci. Mais il y a un grand rapport de force entre le GAFA, notamment les États-Unis et la Chine aussi, sur le rôle de données. Et là, individuellement, on a tous un rôle à jouer sur ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Et alors, je vois que du coup, la dimension environnement, pour la première fois, cette question, le A n'est pas en tête. Donc la question de l'environnement, vous, de ce que vous en savez, en fonction de votre expertise, qui est ce qu'elle est, si on vous avait posé la même question, vous auriez répondu quoi? Qu'est-ce qui, voilà, des évolutions que vous en voyez, vous vous dites, là où il faut faire le plus attention peut-être aujourd'hui en termes d'innovation sur ces textiles, ce serait quoi? Là où vous invitez à une vigilance, en tout cas, quand vous êtes en travaux et que vous êtes en recherche, quel est le volet qui vous... Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie textile, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc, tant au niveau de la fabrication de la fibre elle-même, mais au niveau de tous les traitements qu'on fait subir, les teintures. Donc, il y a beaucoup de recherches pour avoir des teintures qui, au départ, étaient naturelles. Elles sont devenues chimiques avec la montée de la chimie des fibres. Et donc, il y a beaucoup de recherches. Et c'est vrai qu'une des difficultés, un des freins aussi sur les textiles, entre guillemets, intelligents, tout textile connecté, c'est d'embarquer dans le textile des matières qui vont être difficiles à recycler, qu'il va falloir séparer de la fibre, séparer du vêtement au moment du recyclage. Donc, c'est vrai que moi, quand on me dit découper l'étiquette, je sais que dedans il y a des puces, il y a des matériaux et tout ça, et que ça c'est pas, c'est une question quand même qu'on se pose de plus en plus régulièrement parce que maintenant on est tous invités, sinon on sonne à toutes les portes, à couper des éléments où il y a et du textile et de l'électronique dedans. Ça c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui ou qui reste encore finalement un petit peu mis de côté. Étonnamment, les gens se posent beaucoup de questions, mais à partir du moment où ils en trouvent l'utilité, ils ne se posent plus de questions. Par exemple, vous parlez de données personnelles. Tout le monde crie données personnelles. Vous êtes tous les premiers à vous géolocaliser pour savoir où est le McDo le plus proche de chez vous quand vous êtes sur votre téléphone portable. Or là, il y a un énorme problème quand même de données personnelles puisque c'est enregistré et tout ça. Donc je suis assez étonnée. C'est vrai que c'est une question qui est récurrente. Il faut savoir aussi que dans la fabrication polluante de l'environnement, je pense qu'il y a surtout un manque de culture et d'information énorme. Par exemple, je suis sûre que si je demande à la salle quelle est la fibre la plus écologique, vous allez me dire c'est le coton bio, alors qu'en fait c'est la plus dramatique. Oui. Elle assèche les sources d'eau, elle demande énormément, même en bio, quand même des traitements. Parce qu'en fait, le coton, il y a beaucoup de petites bestioles qui vont. Donc, si on ne traite pas, on ne produit pas, on produit mal. Donc, pour utiliser du coton, c'est la chose la plus aberrante au niveau environnemental. Et ça, on essaye de le dire. C'est beaucoup plus intelligent d'aller vers des fibres synthétiques dont on sait comment les recycler et avoir une utilisation a posteriori. Donc, ça, c'est déjà une chose. Après, en technique, c'est vrai que de toute façon, dans les contraintes, il y a une chose très importante, c'est la batterie. La durée de la durabilité de la batterie, comme dans nos téléphones portables d'ailleurs, est très limitée, surtout si on fait des applications chauffantes. Donc on est sur ce qu'on appelle des technologies rapportées dans le tissu. C'est-à-dire qu'on prend un tissu, on va coudre dessus un circuit électrique et sur lequel on va interconnecter ou pas un dispositif électronique, notamment pour le lavage. Donc on est encore actuellement sur des solutions qui sont totalement séparables. Et là, le rôle des designers, mais designers encore dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire les ingénieurs, toute l'équipe de création, est très importante au niveau individuel dans sa responsabilité de faire des produits qui servent longtemps et qui sont conçus intelligemment dans ce sens. Mais ça, je dirais que c'est du bon sens. Mais c'est l'application personnelle. C'est-à-dire que moi, il y a des produits, par exemple, je ne les fais pas.
En événementiel, il y a des choses que je ne fais pas parce que je ne vois pas pourquoi j'irais mettre sur le marché pour 2 heures pour une personnalité client, même si je suis très bien payée, des trucs où je sais que ça va partir à la poubelle. Quelque part, voilà, c'est ma responsabilité à mon niveau individuel. Mais ça l'est la vôtre, de même manière, vous allez nous poser des questions sur toute la pertinence d'utiliser de la technologie, et pourtant, vous venez de changer votre portable il y a à peine 6 mois, alors qu'un portable peut durer 10 ans. Donc voilà, après, c'est des questions... En tout cas, le message est lancé. C'est important. Le message est de lancé. C'est d'avoir un regard responsable là-dessus. Effectivement, vous l'avez dit, c'est aussi vous qui faites les métiers et les filières de demain. Peut-être juste un dernier mot pour conclure, ou tout est dit pour vous? Non, mais je reviendrai sur ce que disait Florence. C'est vrai que votre métier de demain, vous allez le construire, et qu'on n'est plus, je dirais, dans du prêt-à-porter du métier aujourd'hui. On est vraiment à une époque où toutes les synergies vont se mettre en place, et on ne sait pas encore vraiment quel sera votre métier dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc voilà, on vous invite à être acteur finalement de ce que vous allez faire Voilà, demain. tracteur de votre... Ce lieu du Dôme est un lieu où on essaye de plébisciter, en tout cas de défendre cette question justement des tracteurs et des tracteurs des innovations du futur. Vraiment un grand merci à toutes les deux, Christine, Florence, pour votre participation. C'est extrêmement éclairant et je crois que voilà. Pour ceux qui sont passionnés, qui ont un tout petit peu de temps, j'ai apporté plein de composants, e-textile, machin, truc bidule, des matériaux, si ça vous intéresse de les voir. Voilà. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, si on veut, on va peut-être finalement les emmener dans le fond pour celles et ceux, voilà, comme ça, si j'en ai que ceux qui veulent partir. Merci, vous avez été extrêmement attentifs, c'était très agréable. Merci à tous, bon retour. S'il y en a qui restent, bienvenue. Et à bientôt. Prochaine rencontre grand témoin qui se fera le 28 février, ce sera sur le thème de la transition énergétique et de l'hydrogène. Au revoir, à bientôt.